Ah, ok, donc là, je vous entends. Alors, on va démarrer cette session, hein, d'accord? Donc, c'est une session où on va essayer de répondre à vos questions concernant le module sémiologie, hein, de l'unité intégrée 1. Hein. Alors, je vais essayer d'approcher une réponse à vos questions. Pour les questions qui sont peut-être d'autres ou un peu plus spécifiques, je vais prendre la question et la poser par email à l'enseignant qui a assuré le cours. Hein, d'accord. Très bien. Alors, le délégué qui commence à lire les questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Est-ce qu'on peut démarrer la session, s'il vous plaît? Oui, docteur. Très bien. Alors, essayez de me donner vos questions, s'il vous plaît, une à une. S'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un qui peut lire les questions du chat, sinon vous me les dites, donc voilà, en direct, qu'on puisse répondre. Non, la session pour questions, tout ce qui est déroulement du stage, déroulement de l'enseignement, etc., on va les laisser après avec la déléguée, hein, d'accord? Essayez de poser les questions, hein, d'accord? C'est des questions de sémiologie. Est-ce qu'il y a des questions concernant certains cours, hein, d'accord, qu'on peut éclaircir, hein, d'accord? Voilà, c'est l'objectif de cette session. Alors, la question, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire le chat? Hein, d'accord. Alors, je sais pas. Donc, j'ai vu comment on peut différencier. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Comment on différencie entre l'asthme cardiaque et l'asthme bronchique? Hein, d'accord. Comment peut-on différencier entre l'asthme cardiaque et l'asthme bronchique? Ah, d'accord. Les crises d'asthme, c'est des crises de dyspnée aiguë. Hein, d'accord. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était normalement eupnéique et de façon brutale, il va faire une crise de dyspnée aiguë. Hein, d'accord. Donc, et la dyspnée aiguë associée avec des râles qui sont sibilants, hein, d'accord, expiratoires, on parle ici d'une crise d'asthme bronchique, hein, d'accord. Cependant, hein, d'accord, c'est des crises qui surviennent sur un terrain atopique, hein, d'accord. Et voilà, c'est des patients généralement qui ont de l'atopie, soit c'est une première crise, soit c'est des crises similaires. Et par la suite, on va faire le diagnostic par la spirométrie, hein, d'accord, et certains dosages comme les IgE, etc. Mais parfois, comme chez le sujet âgé, il peut faire des crises d'asthme, hein, d'accord, donc hémodynamique, donc cardiaque, et qui va se manifester par des sibilants. On parle dans ce cas d'asthme cardiaque. Donc, chez ces patients, ils ont des antécédents cardiovasculaires, ils ont des pathologies cardiaques, hein, d'accord. Et on peut différencier chez ces patients, les sibilants sur le plan clinique, ça sera la même chose, mais chez ces patients, on peut avoir un reflux hépatojugulaire, on peut avoir une turgescence spontanée des jugulaires, qui sont des signes droits, hein, qui peuvent être associés aux signes de décompensation cardiaque, hein, d'accord. Comme on peut également doser les BNP, et là, on va trouver les BNP élevés et on va différencier un asthme bronchique d'un asthme cardiaque. Alors, je vais essayer de lire comment peut-on, le cours, on a fait les deux. Très bien. Alors, la question, les douleurs pleurales, c'est des douleurs localisées ou qui irradient vers l'épaule. Hein, d'accord.
Dans le cours, on a fait les deux. Alors, les douleurs de type pleural, hein, d'accord. On parle ici de douleurs thoraciques, hein, d'accord. On parle de douleurs thoraciques de type pleural. Hein, comment on différencie lorsqu'on parle de douleurs thoraciques? Elles peuvent être d'origine angineuse, elles peuvent être d'origine plutôt péricardique, elles peuvent être pleurales. Les douleurs péricardiques également sont un petit peu de type pleural. Comment on fait? Et on peut avoir des précordiales qui sont des douleurs, hein, d'accord, qui sont pariétales. Comment on différencie? Quelles sont les caractéristiques des douleurs pleurales, de type pleural? Les douleurs de type pleural sont plutôt latéralisées, elles ne sont pas médiosternales, hein, d'accord. Ça, c'est un premier paramètre ou critère qui peut les différencier. Donc, c'est pas des douleurs qui sont rétrosternales centrales, mais plutôt c'est des douleurs qui sont latéralisées, souvent en point de côté, hein, d'accord. Mais elles sont latéralisées, elles peuvent irradier à l'épaule, comme parfois elles n'irradient pas, mais elles peuvent. C'est pas tout le temps qu'elles irradient à l'épaule, mais elles peuvent irradier à l'épaule. Et lorsqu'on a une douleur qui est latéralisée et qui irradie vers l'épaule, on dit que c'est une douleur pleurale. Les douleurs pleurales également, elles peuvent se modifier avec la position du patient, c'est-à-dire lorsqu'il est penché vers l'avant, hein, d'accord, elles peuvent diminuer. Lorsqu'il est allongé, hein, d'accord, elles peuvent s'exacerber. Donc c'est des douleurs qui vont être exacerbées ou calmées par certaines positions, hein, d'accord. Et ça conforte le type de douleur pleurale. Qui différencie, hein, d'accord, le plus important, c'est qu'il faut les différencier des douleurs de type, hein, d'accord, angineuse, hein, d'accord, l'angine de poitrine. Alors, comment on différencie entre langor stable et langor instable? Je pense que ça, c'est pas une question, hein, d'accord, ça c'est un cours. C'est pas un signe langor stable ou là, c'est un diagnostic, hein, d'accord. Et là, vous l'avez clairement dans votre cours. Donc, si vous pouvez, vous spécifier, hein, la question. Langor stable, c'est pratiquement un cours, et langor instable, c'est pratiquement un cours, hein, d'accord. Langor stable, généralement, il traduit une sténose ou des lésions qui sont chroniques, hein, d'accord, qui sont serrées coronaires et qui vont entraîner une insuffisance d'apport ou de perfusion du myocarde. Et c'est des lésions qui sont stables, hein, c'est-à-dire que c'est des lésions qui sont là, l'angor, il va se manifester après un effort bien déterminé, il va céder, hein, d'accord, après arrêt de l'effort ou par la prise de trénitrine, hein, d'accord, et il peut reprendre également après effort. Donc c'est une douleur qui a ses caractéristiques bien précises, c'est-à-dire elle est déclenchée par l'effort et elle cède après l'arrêt de l'effort ou par la prise de trénitrine. Par contre, l'angor instable, c'est autre chose. L'angor instable, c'est une évolution, hein, d'accord, une évolution aiguë, hein, d'accord. Donc c'est une transformation de cette douleur qui va se manifester soit à des efforts beaucoup moindres, soit d'une façon brutale, hein, d'accord, au repos, hein, d'accord, avec des troponines élevées, etc. Donc c'est une douleur qui va changer de caractéristiques. Elle va se manifester, soit c'était un angor crescendo, donc c'est-à-dire qu'il va se manifester après des douleurs après un effort beaucoup moins intense, hein, d'accord, soit au repos, hein, d'accord, soit associé à une élévation des troponines, c'est-à-dire qu'il y a de la micronécrose ou micro-infarctus. Mais là, il faudra se rapporter, hein, d'accord, aux caractéristiques au cours parce que c'est des entités diagnostiques. On est obligé d'apprendre tous les souffles. Les souffles, ils ont un intérêt de préciser le type de la valvulopathie, hein, d'accord. Donc il y a certains souffles qui, par exemple, le roulement diastolique au foyer mitral, c'est clair. Il n'y a pas une autre pathologie qui va nous donner un roulement diastolique avec un claquement du B1
que le rétrécissement mitral. Donc, lorsqu'on a ces critères sémiologiques, on sait qu'on est dans le RM, hein, d'accord? Lorsqu'on a un souffle systolique au foyer aortique, etc., donc qui irradie au vaisseau du cou, etc., on sait qu'on est, hein, donc dans le rétrécissement aortique. Donc, on vous demande, bien sûr, de connaître les caractéristiques, les souffles caractéristiques qui permettent de différencier les valvulopathies. Ça, c'est des paramètres sémiologiques qui sont importants, hein, d'accord? Pouvez-vous, docteur, nous réexpliquer une autre fois la métacognition? Ouais. Donc, ça, c'est le raisonnement, hein, d'accord? Le raisonnement, c'est plutôt, c'est pas une question, hein, d'accord? C'est pas une question de raisonnement, c'est toute une entité. On va dire, je dépasserai cette question et puis je vais voir à la fin si j'ai le temps. Pouvez-vous nous expliquer l'évolution de l'ECG au cours de l'infarctus du myocarde? Je ne sais pas qu'est-ce que vous. Il faut poser des questions qui sont précises, hein, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire l'évolution de l'ECG au cours de l'infarctus du myocarde? Dans le cours, c'est bien précisé, donc c'est quelque chose que vous ne comprenez pas. On n'est pas là pour reprendre le cours, hein, d'accord? Donc l'ECG, c'est clair, au cours de l'infarctus du myocarde, vous avez une phase qui est précoce, hein, d'accord, qui va débuter par les signes d'ischémie, hein, d'accord, sous endocardique. Donc, vous aurez des antés qui sont amples, qui sont symétriques dans un territoire qui est localisé. Hein, d'accord. Ça, c'est les premiers signes de nécrose. Hein, d'accord. C'est des antés qui sont amples, hein, d'accord, qui sont distribués au niveau d'un territoire bien localisé. Hein, d'accord. Ensuite, vous aurez l'évolution. Vous aurez après cette anté qui est symétrique et le segment ST, il est là. Isoélectrique, donc il ne bouge pas. Ensuite, vous allez avoir une ascension, un sus-décalage du segment ST, hein, d'accord, qui va augmenter progressivement jusqu'à englober de l'endeté. Et là, vous avez cet aspect sémiologique qui est caractéristique, qui est l'onde de Pardé, hein, d'accord. Ensuite, cette onde de Pardé, elle va suivre une évolution. Et lorsque vous avez cette onde de Pardé au niveau d'un territoire bien localisé, par exemple, si elle est dans le D2, D3, AVF, ici, on est dans le territoire inférieur, postéro-inférieur. Et lorsqu'on a cette onde de Pardé, on va avoir des signes en miroir dans le territoire antérieur, c'est-à-dire vers le territoire qui lui est opposé. Donc, dans cette phase d'évolution électrique de l'ECG, vous aurez l'onde de Pardé au niveau de la zone où il y a de l'infarctus, il y a de la nécrose myocardique, et vous aurez de l'autre côté, en miroir, hein, d'accord, un aspect, hein, d'accord, contraire, c'est-à-dire une entité qui est négative avec un sous-décalage du segment ST. Donc, c'est un aspect en miroir. On va dire, là, c'est des signes caractéristiques de nécrose. Vous avez l'onde de Pardé dans le territoire postéro-inférieur, qui est la nécrose postéro-inférieure, avec des signes en miroir dans le territoire opposé qui est le territoire antérieur. Ensuite, cette onde de Pardé, elle va diminuer et elle va entraîner une onde T. L'onde T négative, elle commence à se creuser. Le ST, hein, d'accord, il va diminuer. L'onde Q commence à apparaître. Ensuite, le ST, il va devenir isoélectrique et on aura des ondes T négatives. Hein, d'accord. Ça, c'est l'évolution, hein, d'accord, de l'infarctus du myocarde. Mais ça, c'est bien décrit dans votre cours. Je veux des questions de compréhension, hein, d'accord, qu'on puisse répondre. D'accord? C'est quoi la définition de l'asthme cardiaque? C'est quoi la définition de l'asthme cardiaque? Donc, je ne peux pas vous dire la définition de l'asthme cardiaque. Je peux vous dire, hein, que l'insuffisance cardiaque, la poussée d'insuffisance cardiaque, hein, d'accord, d'insuffisance cardiaque globale ou insuffisance cardiaque gauche, notamment chez le sujet âgé, elle peut se manifester par une symptomatologie ou par des signes pulmonaires qui sont à type de râle sibilant, contrairement aux râles crépitants qui sont typiques,
de la poussée d'insuffisance cardiaque. D'accord. Lorsque vous avez des signes d'IVG, d'insuffisance ventriculaire gauche, vous allez avoir la tachycardie, le bruit de galop, et vous allez avoir des râles crépitants qui sont au niveau de la base pulmonaire et qui vont augmenter progressivement, d'accord, crescendo, de la base vers la partie moyenne, vers les trois quarts, jusqu'au sommet du poumon, d'accord. Et là, on parle d'un OAP suffocant, ok. Et lorsqu'on ausculte le patient, on va ausculter des râles crépitants. On dit des râles crépitants en marée montante, d'accord. Ça, c'est la crise d'IVG typique. Il y a certaines atypies, d'accord, c'est-à-dire que le patient, il va présenter tous les signes de l'insuffisance ventriculaire gauche, sauf l'auscultation pulmonaire. Au lieu d'entendre des râles crépitants, on va entendre des râles sibilants. Et ce tableau, on appelle ça l'asthme cardiaque. C'est-à-dire que c'est un tableau qui ressemble à une crise d'asthme, mais ce n'est pas une crise d'asthme, c'est une crise de poussée d'insuffisance ventriculaire gauche. Docteur, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je m'excuse pour vous interrupter. Il y a quelques-uns de nos collègues qui n'ont pas pu assister. Donc, est-ce que je peux vous poser leurs questions? Oui, bien sûr, allez-y. Donc, la première, c'est la différence entre des souffles organiques et fonctionnels. Oui. Donc, comment expliquer cette phrase? Elle a dit qu'elle n'a pas compris les souffles fonctionnels. Est-ce que ce sont des souffles de régurgitation? Et attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire un souffle de régurgitation? Vous connaissez cette tête? Moi, je ne connais pas ce terme de souffle de régurgitation. Vous connaissez? Je pense qu'elle veut dire que quand le sang, il y a une régurgitation, donc il n'y a pas de terme régurgitation dans les souffles. Moi, je ne connais pas. C'est quoi régurgitation? Est-ce que quelqu'un connaît? Le cours La régurgitation? Oui. Régurgitation? Oui, envoyez-moi ce cours, s'il vous plaît. D'accord? Il n'y a pas de régurgitation dans les souffles. Envoyez-moi le cours, s'il vous plaît. D'accord? Alors, je vais vous répondre concernant les souffles organiques et les souffles fonctionnels. D'accord? Oui, je m'excuse. Elle veut savoir, est-ce que les souffles systoliques sont des souffles organiques ou fonctionnels? Voilà, les souffles systoliques. Et est-ce que les souffles diastoliques sont des souffles fonctionnels ou organiques? Diastoliques, est-ce qu'ils sont fonctionnels ou organiques? Et est-ce que les souffles systoliques sont fonctionnels ou organiques? D'accord, très bien. Alors, donc je vais répondre à cette question, d'accord. Vous avez deux types de souffles essentiellement, d'accord. Vous avez les souffles systoliques et vous avez les souffles diastoliques, d'accord. Et vous avez les souffles organiques et les souffles fonctionnels, ok. Lorsqu'on dit un souffle organique, c'est-à-dire il traduit une lésion au niveau d'une valve. C'est-à-dire il y a une valve cardiaque qui est dysfonctionnelle, c'est-à-dire soit elle est sténosante, soit elle est fuyante, elle régurgite. D'accord? D'accord. Donc, soit elle est fuyante, soit elle est sténosante. D'accord? Donc, il y a une lésion au niveau de la valve. Ok, ça c'est le souffle organique. Lorsqu'on dit un souffle organique, c'est-à-dire qu'il y a une destruction au niveau de la valve. Soit elle fuit, elle entraîne une insuffisance mitrale ou insuffisance tricuspidienne, soit elle est sténosée, d'accord, elle entraîne une sténose, et là c'est un tableau de rétrécissement mitral ou rétrécissement aortique ou rétrécissement tricuspidien. Donc ici, il y a une pathologie au niveau de la valve. Ça, c'est le souffle organique. Donc chaque fois qu'on dit souffle organique, c'est-à-dire qu'il y a un processus lésionnel, c'est-à-dire pathologique au niveau de la valve. Et de l'autre côté, on a les souffles fonctionnels. Les souffles fonctionnels, les valves sont saines. Il n'y a pas de lésion au niveau des valves. Les valves sont saines, elles sont souples, elles s'ouvrent normalement, elles se ferment normalement. Donc, il n'y a aucune pathologie au niveau de la valve. Donc, vous me dites, si on n'a pas de pathologie au niveau de la valve, pourquoi on va avoir un souffle? Eh bien, on peut avoir des souffles lorsqu'on n'a pas une pathologie au niveau lorsque la valve n'est pas pathologique. Par exemple, les souffles d'hyperdébit. Lorsque vous avez une anémie sévère,
hein, d'accord, il y a une augmentation du débit cardiaque et cette augmentation du débit cardiaque, elle va entraîner un souffle. Hein, d'accord, et on appelle ça un souffle fonctionnel, c'est-à-dire qui est présent mais qui ne traduit pas une lésion ou une pathologie au niveau d'une valve. Donc ça, c'est les différences entre le souffle fonctionnel et le souffle organique. Maintenant, on va partir à la deuxième partie de la question. Est-ce que un souffle systolique peut être fonctionnel et organique? Est-ce qu'un souffle diastolique peut être fonctionnel et organique? Donc, il faut savoir que tous les souffles fonctionnels sont systoliques. Lorsqu'on a un souffle diastolique, il traduit toujours une lésion organique, d'accord? Donc, le souffle fonctionnel n'est jamais, hein, d'accord, diastolique. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Donc, je continue les questions, normales. Allez-y. Donc, elle a dit aussi qu'elle n'a pas compris les axes du cœur. Donc, dans le cours de valvupathie, elle a dit comment elle peut maîtriser les axes du cœur. Très bien. Alors, l'axe du cœur, c'est important de savoir le déterminer au niveau de l'ECG. Hein, d'accord. Pourquoi? Parce que dans certaines pathologies, lorsque l'axe du cœur change, c'est-à-dire ça va nous traduire une dysfonction, hein, d'accord, soit des cavités droites, soit des cavités gauches. On va dire que c'est un axe du corps à droite, un axe du cœur à gauche, hyper droit. Donc, ça peut intégrer un signe qui peut intégrer une pathologie. Par exemple, je vous donne l'exemple de l'embolie pulmonaire. Lorsque vous avez une embolie pulmonaire, hein, d'accord, aiguë, hein, d'accord, cette personne, elle était normale, etc. Elle est dans le postpartum et là, elle fait une dyspnée, hein, d'accord, avec une tachycardie. Vous faites le CG, vous allez trouver un aspect de S1 Q3, hein, d'accord, avec un axe du cœur complètement à droite et une tachycardie. Donc ici, tous ces signes traduisent une embolie pulmonaire, hein, d'accord, c'est-à-dire l'axe du cœur qui était normal dans les normes, il a changé, il est parti à droite. Hein, d'accord, et ça traduit une pathologie, hein, d'accord, plutôt du cœur droit qui est l'embolie pulmonaire. Alors, pour déterminer l'axe du cœur, donc l'axe normal, situé entre 80 et 100 quelque chose, hein, d'accord, ça, c'est au niveau de l'ECG. On le calcule au niveau de l'ECG et ça, vous pouvez le faire, hein, d'accord, au cours de votre stage pratique, hein, d'accord. Donc, notamment en cardiologie, hein, d'accord. Et bon, si on peut demander également, si on peut faire une séance pour reprendre les axes du cœur avec professeur Durlé ou là avec professeur Talbi, d'accord? D'accord, merci docteur. Donc, Allez-y. justement, vous avez dit que les sons de régurgitation n'existent pas, mais malheureusement, ça s'est écrit comme ça dans le cours. Alors c'est moi qui a oublié le terme, d'accord? Hein, ok. Donc, régurgitation, de régurgitation, on peut dire dans les fuites, hein, d'accord. Je pense qu'il y avait un autre terme possible. Si il est dans le cours, c'est-à-dire voilà, hein, d'accord. Okay. Donc elle a dit aussi est-ce que le alors c'est la régurgitation, oui. C'est la fuite, hein, d'accord. On va dire une valve qui régurgite, c'est une valve qui est fuyante, ok. Allez-y. Est-ce que la BPCO est un stade tardif dans l'emphysème? Est-ce que c'est un stade tardif dans l'emphysème? Donne de l'emphysème, je ne sais pas. Elle donne de l'emphysème. Oui, d'accord. Non, mais non, la BPCO, c'est une pathologie, hein, d'accord. La BPCO, c'est de la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une pathologie, hein, d'accord. C'est une maladie, c'est une pathologie. C'est un tableau clinique, c'est pas un signe, d'accord. La BPCO n'est pas un signe, c'est une pathologie, c'est une entité. C'est des patients qui vont détruire leurs bronchioles, hein, d'accord, du fait de bronchites répétées, etc., hein, d'accord. Et ou là, par exemple, d'un tabagisme massif, hein, d'accord. Donc, ces bronchioles, elles vont être détruites et elles vont être emphysémateuses, hein, d'accord. Ça peut être le tabac, ça peut être certaines maladies professionnelles
hein, d'accord, et ça peut être également les infections chroniques, hein, d'accord, il fait beaucoup de bronchite, hein, d'accord, et ça va nous donner un tableau global, hein, d'accord, avec insuffisance cardiaque droite, avec hypertension artérielle pulmonaire, etc., qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive. Dans la bronchopneumopathie chronique obstructive, oui, on peut avoir de l'emphysème. L'emphysème, hein, d'accord, qui est une destruction de l'alvéole. L'alvéole, elle ne peut plus se rétracter, elle est fibreuse, elle est, voilà, hein, d'accord, elle est pratiquement détruite. Hein. D'accord, docteur. Docteur, dans le cours des explorations fonctionnelles respiratoires, le prof nous a dit qu'il va nous envoyer un polycopier et faire plus de choses. Le Béliche, après, il n'a pas envoyé ce polycopier. Est-ce qu'il vous a donné un support? Oui. Il vous a donné un support? Oui. Très bien. Normalement. Allez, passez. Une autre question. Ouais. Donc, est-ce que la tonalité et les timbres des râles et des souffles sont à retenir? Oui, je pense qu'il faut les retenir. S'ils ont été donnés, il faut les retenir. Mais il faut savoir que il y a certains qu'on ne peut pas manquer, d'accord, qu'on ne peut pas manquer. Par exemple, le rétrécissement mitral, la fuite mitrale, par exemple, le rétrécissement aortique sévère, d'accord, il s'accompagne par certains souffles ou par certaines auscultations qui est typique, d'accord. Pour les auscultations typiques, il faut les avoir, il faut les mémoriser, hein, d'accord. Par exemple, l'auscultation du RM, vous devez la connaître. Hein, d'accord, vous devez la connaître. L'auscultation d'une IM sévère, vous devez la connaître. L'auscultation d'un rétrécissement aortique sévère, serré, vous devez le connaître. L'IT, de l'IT où on l'ausculte, etc., vous devez connaître l'auscultation de l'IT. Il y a certaines particularités, hein, d'accord, que voilà, qui sont spécifiques à ces souffles. Donc, oui, c'est de la sémiologie. Excuse, je sais que j'ai trop. Reste juste. Donc, le cours. On n'a pas terminé le cours. Alors, le raisonnement clinique, j'ai expliqué à votre collègue. On a dit le raisonnement clinique, hein, d'accord, on a intégré, hein, d'accord, l'observation clinique, hein, d'accord. Lorsqu'on a fait l'observation clinique, on a parlé du raisonnement. Ensuite, on est parti vers le raisonnement. Et on a parlé de l'essentiel, hein, c'est-à-dire faire donc notre interrogatoire, hein, d'accord, les signes fonctionnels, les signes physiques, comment ressortir l'histoire de la maladie, les principaux signes, comment faire sortir les hypothèses, hein, d'accord. Ensuite, comment essayer de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses cliniques, hein, d'accord. Donc le raisonnement clinique, c'est pas un cours on va dire d'examen ou là, etc., d'accord. C'est une approche à résoudre des problèmes après. Donc c'est un cours de pratique. Ok, c'est un cours de pratique. Comment, par exemple, à partir de signes fonctionnels et de signes physiques, comment faire sortir les hypothèses? Quel est le cheminement, hein, d'accord? Quel est le cheminement de notre raisonnement? On a essayé de décortiquer, mais si vous voulez, c'est un cours d'introduction et vous allez performer ces aspects par des TD au niveau du stage pratique. D'accord? D'accord, merci docteur. La dernière question, donc, dans l'infarctus de myocarde, dans les DM, donc, un infarctus rhumatoïde, donc sans ST-. Un infarctus rhumatoïde. Rudimentaire, pardon. Rudimentaire. Sans expression de CG, donc sans insus décalage de ST. Donc, l'infarctus. Oui, on a l'infarctus ST+, et on a l'infarctus ST-. D'accord. Oui. La différence, hein, d'accord, c'est que le ST+, on a le sus-décalage du segment ST on va dire que c'est un infarctus qui est plus important. Le ST-, c'est un micro-infarctus, hein, mais qui peut rapidement évoluer vers l'infarctus, ST+, hein, d'accord, parce que c'est un syndrome de menace. Et on n'a pas le sus-décalage du segment ST, mais on a les tréponines. Donc, il y a de la nécrose, elle n'est pas importante, hein, d'accord.
et c'est un syndrome qui peut précéder le ST+. D'accord? Dans le ST-, la différence, lorsque vous avez cette coronaire qui est prise par ce thrombus qui se forme, dans le ST+, c'est une occlusion totale. Donc, si c'est une occlusion totale, donc il y a plus de sang qui arrive, donc vous aurez un territoire qui va complètement nécroser. Dans le ST-, non, hein, d'accord, vous avez une totale, elle n'est pas totale. Il y a de la perfusion, mais elle n'est pas suffisante. Et à un point critique, on a de la nécrose, pas beaucoup de nécrose comme l'occlusion totale, hein, d'accord, mais on a de la nécrose et elle peut rapidement évoluer vers l'occlusion totale, d'accord? D'accord. Donc, l'anté négatif, est-ce que c'est la même chose? ST moins. Mais c'est pas le ST+ et le ST-, c'est pas du tout la même entité. Le ST+, je vous ai expliqué, le ST+, le syndrome coronarien aigu avec sus-décollage du segment ST. Ici, la coronaire, elle est totalement occluse, d'accord? Totalement occluse. Donc, vous allez avoir une nécrose, hein, d'accord, d'un territoire au niveau myocardique, hein, d'accord, qui va se traduire électriquement, on l'a dit. Les premiers signes, c'est cette onde T qui est positive, qui est symétrique dans un territoire bien déterminé, qui est localisé. Ensuite, rapidement, vous aurez un sus-décalage du segment ST, et c'est la définition. Ce sus-décalage du segment ST, il va être persistant, c'est-à-dire qu'il va persister plus de 20 minutes, etc. Ensuite, il va englober l'onde T et il va nous donner l'onde de par D. Ensuite, à un stade ultérieur, cette onde de par D, elle va se transformer en onde T négatif et le sus-décalage du segment ST, il va diminuer avec apparition de l'onde Q. Ça, c'est l'évolution électrique. D'accord. Par contre, dans le syndrome, dans le sus-décalage du segment ST, dans le syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST, c'est-à-dire le ST-, d'accord, vous aurez la douleur thoracique, d'accord, vous aurez des perturbations électriques qui peuvent être des ondes T négatives, ischémie sous épi, ou là un sous-décalage du segment ST qui est une lésion sous endo, hein, d'accord, mais vous n'aurez pas le sus-décalage du segment ST persistant, d'accord. Vous aurez de la nécrose, mais qui n'est pas aussi importante que dans le ST+, d'accord. D'accord, merci beaucoup, docteur. Docteur, juste, la réunion va se terminer. Est-ce qu'on recommence une autre? Vous savez, j'ai des obligations. On peut, si vous avez, je peux vous ajouter une demi-heure ou là 20 minutes, hein, d'accord, parce que j'ai également des obligations. C'est vous-même qui allez Oui. Ah, vous m'entendez? Allez-y, commencez vos questions, s'il vous plaît. Oui, docteur, on vous entend. Ah, très bien, parce qu'il y avait un souci d'audio. Allez-y. Ah là là. Allez-y. Je n'ai pas compris pourquoi les douleurs de l'aomie critique sont soulagées par la position d'équilibre. On l'a bien. Pourquoi le B2 est assourdi dans l'insuffisance aortique? D'accord. Ok. Donc, on va parler de l'ischémie critique. Donc, il y a la question concernant l'AOM critique. Pourquoi la douleur, elle est soulagée par la position d'équilibre? Lorsqu'on a une sclérose vasculaire, elle va évoluer sur des années. Hein, d'accord. D'abord, on aura une claudication
après un effort important, et puis il va, par exemple, il va passer de 100 à 3, à 200, à 100, à 50 mètres. Et il va avoir cette douleur, hein, d'accord, cette douleur, cette claudication, cette crampe au niveau du mollet à partir après un effort de marche de 50 mètres. Et on va dire, il claudique avec un qui est de 50 mètres, qui est très, très handicapant. À un stade ultime, hein, c'est-à-dire que lorsque le membre, la sténose, elle est tellement serrée, la perfusion, elle est tellement diminuée, on parle d'ischémie critique. Et l'ischémie critique, c'est une évolution, hein, d'accord, qui est extrême, parce que si on ne lève pas l'obstacle à ce stade, le membre, donc l'extrémité, elle va nécroser. L'ischémie critique, c'est-à-dire que le membre, il y a un défaut de perfusion, un défaut d'apport du sang, même sans effort. C'est-à-dire, c'est une douleur qui va apparaître chez un patient qui ne fait pas d'effort, hein, d'accord, ou qui fait le moindre effort, on va dire 1-2 mètres, hein, d'accord. Et ça, on appelle ça, hein, d'accord, de l'ischémie critique. C'est-à-dire qu'il a mal tout le temps, c'est des douleurs insoutenables tout le temps et qui traduisent, hein, d'accord, un défaut de perfusion qui est permanent, qui est là. Et à ce stade, vous allez voir, hein, d'accord, que le patient ne va pas supporter la position déclive. C'est-à-dire, lorsqu'il a le membre sur le plan horizontal, il va avoir très mal. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est debout, hein, d'accord, il y a l'effet statique, hémodynamique, hein, d'accord, hein, qui va augmenter la pression en distalité. C'est l'effet de la gravité, hein, d'accord. Vous savez, lorsque vous annulez la gravité, hein, d'accord, vous annulez la pression en distalité. Donc, cette gravité, effet de gravité, il va ajouter jusqu'à 10 à 20 mm de mercure de pression. Et cette pression, elle permet une certaine perfusion des tissus. Donc, si vous annulez la gravité et le patient, il va être sur un plan donc de décubitus horizontal, donc cet effet, il s'annule et le patient, il va avoir extrêmement mal. Alors, comment il va faire? Il va laisser son membre inférieur pendre, hein, d'accord, donc en dehors du lit, hein, pour augmenter cette pression qui est liée à la gravité. Et lorsque le patient, il a ce membre qui est pendant, hein, ou position debout, hein, d'accord, on a dit que il y a ouverture des jantes, il y a une partie, et cette ouverture, vous avez au niveau capillaire, hein, vous avez les chantres artérieux, et vous avez cette ischémie, hein, d'accord, qui est critique, vous allez avoir une ouverture des chantres pour que le sang veineux va essayer d'apporter un peu de perfusion au niveau des tissus. Et là, si vous mettez le patient en décubitus, hein, d'accord, vous allez annuler la pression veineuse qui apporte un peu, hein, d'accord, un certain soulagement à ce stade. Donc, c'est pour ça que le patient, hein, d'accord, en ischémie critique, il va être soulagé par le membre qui est pendant, hein, d'accord, aux positions déclive. Très bien. L'évolution de l'insuffisance veineuse. Je sais pas, l'insuffisance veineuse. Là. Différence entre sus-décalage et sous-décalage. Bon, les questions ne sont pas explicites, hein, d'accord, il faut poser la question, ouais. Ouais. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Très bien. Donc, on va répondre aux questions qui sont au niveau du chat, hein, d'accord. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Donc, on a parlé de ça, la position déclive. J'espère que vous êtes satisfaite. Pourquoi le B2 est assourdi dans l'insuffisance aortique? Il est assourdi dans l'insuffisance aortique. Je peux pas répondre, je peux pas, il faudra que je revoie cette question, je passe. Je vais essayer de vous répondre par mail. B2, assourdi, j'ai oublié, hein, l'insuffisance aortique, d'accord. Je sais pas, fermeture de l'aorte, je sais pas.
Euh, Parlez-nous de l'évolution de l'insuffisance veineuse. C'est quoi l'évolution de l'insuffisance veineuse? C'est quoi la question? C'est quoi l'insuffisance veineuse? L'insuffisance veineuse chronique, hein, d'accord, l'insuffisance veineuse chronique, c'est un stade, hein, d'accord, avancé, hein, d'accord, en rapport avec des fuites valvulaires, hein, d'accord, au niveau des veines, hein, d'accord. Donc vous avez des veines qui vont devenir régurgitantes et qui vont entraîner une hyperpression en distalité. Cette hyperpression en distalité, hein, d'accord, elle va être permanente et constante et elle va entraîner, hein, d'accord, une modification de la circulation et elle va entraîner de l'œdème. Et cet œdème, il va entraîner des modifications au niveau de la structure tissulaire, hein, d'accord, un œdème chronique. Donc la peau, elle va devenir cartonnée, etc. Hein, d'accord, fibreuse. Il y a de l'inflammation, il y a de la fibrose. Il y a la peau, elle va perdre toute élasticité. Et un stade ultime, on va avoir des ulcères cutanés, hein, d'accord, et on parle dans ce cas de l'ulcère veineux. Et cet ulcère veineux, s'il se développe, il va s'infecter et c'est très difficile, hein, d'accord, qu'il cicatrise, hein, d'accord, parce qu'il y a un remaniement cutané qui est chronique. Hein, tout le tissu cutané, il est perturbé. Et ça, c'est l'évolution de l'insuffisance veineuse chronique. Mais j'ai pas compris la question exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, hein, l'évolution de l'insuffisance veineuse chronique. L'insuffisance veineuse chronique, elles peuvent être primitives, elle peut être secondaire. Primitive, c'est lorsqu'on est en rapport avec la pathologie variqueuse superficielle, c'est essentiellement la maladie variqueuse. Secondaire, c'est essentiellement secondaire à des reflux des veines profondes et ça, c'est souvent secondaire à des thromboses veineuses profondes. Hein, d'accord. La question n'est pas très claire. Différence entre sus-décalage, sous-décalage, sans sous... Non, s'il vous plaît, là, c'est pas une question, hein, d'accord. C'est quand même, c'est assez précis, hein, le syndrome coronaire aigu. C'est une pathologie, c'est pas un signe, hein, d'accord. Donc, ça, c'est clair, hein, d'accord, c'est une pathologie. Je peux vous dire que sus-décalage et sous-décalage, ça, c'est un aspect électrique, hein, d'accord. Mais la pathologie, syndrome coronaire aigu avec sus-décalage et syndrome coronaire aigu sans sus-décalage, ça c'est une entité clinique où il y a de la clinique, il y a l'anatomie, il y a la traduction électrique, hein, d'accord. À l'ECG, on a dit ce qui différencie essentiellement, c'est le sus-décalage du segment ST, c'est-à-dire le segment ST, il va être au-dessus de la ligne isoélectrique, hein, d'accord. Dans les précordiales, hein, d'accord, au-delà de 1 mm ou 2 mm, j'ai oublié, donc on va dire qu'il y a un sus-décalage du segment ST, hein, d'accord, qui n'est pas présent dans le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. Donc, sus-décalage, c'est-à-dire que la ligne ST, elle va être sus-décalée par rapport à la ligne isoélectrique. Sous-décalage du segment ST, c'est-à-dire que le ST, il va être sous-décalé par rapport à la ligne isoélectrique. Enregistrement, je ne sais pas. Alors, une étudiante veut savoir c'est quoi la différence entre les varices et l'insuffisance veineuse chronique. Ça, c'est pas... Ça, c'est... Les varices et l'insuffisance veineuse chronique, on peut avoir des varices, hein, d'accord, et ne pas avoir une insuffisance veineuse chronique, hein, d'accord. Les varices, c'est une veine, hein, qui est superficielle, qui va être tortueuse, hein, d'accord, et refluente, hein, c'est-à-dire que au lieu, les valvules, ils vont être détruites, au lieu qu'il y ait un blocage du retour veineux, hein, ces valvules vont permettre un reflux permanent, hein, du sang vers la partie distale. Donc, si un stade évolué, lorsqu'on a l'installation de l'hyperpression, lorsqu'on a des veines qui refluent, on peut ne pas avoir de l'hyperpression, mais lorsque c'est dans le temps et c'est des gros troncs veineux superficiels et qui vont entraîner une hyperpression en distalité qui va se manifester
par une corona, hein, au niveau de la distalité de la jambe, au niveau rétromalléolaire, vous allez avoir des veines qui vont être un aspect radié, hein, d'accord, avec de l'œdème. Ça, c'est des signes d'insuffisance veineuse chronique. L'installation de l'œdème chronique avec une turgescence des veines, hein, surtout au niveau de la face interne rétromalléolaire, ça, c'est des signes d'insuffisance veineuse chronique. Et si on lasse, et puis cet œdème, il va changer la structure cutanée, hein, d'accord. Donc l'œdème chronique, il va entraîner un afflux des cellules inflammatoires. Vous allez avoir une inflammation chronique au niveau du tissu cutané en distalité, surtout au niveau de la région rétromalléolaire où on a le maximum de lésions, hein, d'accord. Cette peau, avec cet œdème chronique, elle va en devenir cartonnée, il va y avoir de la fibrose et un stade ultime, on va avoir des lésions d'ulcères. Hein, d'accord, c'est ça. À ce stade, hein, d'accord, au stade d'œdème et d'hyperpression, ici, on parle d'insuffisance veineuse chronique. Alors, pourquoi le RM en a un éclat de B1? Hein, d'accord. Dans le RM, dans le rétrécissement mitral, hein, d'accord, vous avez des valves qui vont être épaissies, hein, d'accord, qui vont être épaissies, qui vont être parfois calcifiées, hein, d'accord. Et lorsque vous allez avoir la fermeture de la valve, il y avoir un éclat, un claquement, hein, d'accord, de fermeture. Et là, on entend ça va se traduire par un éclat de B1. Hein, ça traduit le remaniement de la valve mitrale. Retenir tous les détails de et le ça fait partie du diagnostic des valvulopathies. Le accoutrissement mitral, vous avez l'auscultation, vous avez le CG, hein, d'accord, mais vous avez également des signes sémiologiques au niveau de l'écho-cœur, hein, d'accord, la dilatation de l'oreillette gauche, le remaniement de la valve mitrale, hein, d'accord, son épaississement, ses calcifications, le défaut d'ouverture, hein, d'accord, l'aspect en TM, l'aspect en bidimensionnel, l'aspect en Doppler, c'est des paramètres bien sûr qu'il faut retenir. C'est quoi la différence entre l'insuffisance veineuse et les varices? J'ai expliqué. Thrombose veineuse superficielle. C'est quoi la question? Je ne comprends pas vos questions. Hein. C'est quoi? Et thrombose veineuse superficielle, elle est où la question? C'est quoi la différence entre syndrome coronaire aigu et IDM? J'ai expliqué qu'est-ce qu'il faut retenir concernant le cours des valvulopathies. Ouais. Le cours des signes physiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Pectoriloaphone et égophonie. Moi, je connais pas. Hein, d'accord. Je vais l'écrire et je vais demander. C'est quel cours? C'est le cours des signes physiques. Mais quel signe de physique? C'est mal écrit. Égophonie, c'est quoi? Aphone et égophonie? C'est quoi cette question? C'est quel cours? Les signes physiques. C'est quel cours? Ah, c'est les signes physiques respiratoires. Je peux pas vous répondre à ça. Donc, physique, je vais transcrire la question, hein, d'accord, et je vais la demander à votre prof. Pectoriloquie, je connais pas. Ah, je vais voir, je vais copier, ouais, et je vais essayer de vous répondre par mail sur ça, hein, d'accord, parce que c'est pas quelque chose que je connais. Ok, attendez, je l'enregistre. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut apprendre sur la description détaillée des souffles et des râles, etc. J'ai parlé. Mais, attendez, ouais. Ok, attendez. Ouais, coller, copier, coller. Ok, voilà. Enregistrer, parcourir. Ouais, D, pardon.
Ok, très bien. Alors, je reviens. L'inversion du rythme respiratoire. Bon, je n'ai pas compris pourquoi on a un assourdissement du B2 dans le rétrécissement aortique et le rétrécissement pulmonaire. Ça, c'est des signes, l'assourdissement du B2, c'est un signe de sévérité, hein, d'accord, du rétrécissement aortique, hein, d'accord. C'est un signe de sévérité. L'expliquer, je ne peux pas me hasarder, hein, d'accord, j'ai pas fait ce cours. Rétrécissement aortique, assourdissement du B2. D'accord. Je vous réponds par question. C'est quoi inversion du rythme respiratoire? D'accord. Y a-t-il des cas cliniques dans l'examen? Je ne sais pas. Quelle est la différence entre timbre et tonalité sonore? Mhm. Alors, vous l'avez fait en cardio ou en pneumo, le timbre et la tonalité sonore? C'est quel cours? Pourquoi on donne un bilan de protéinurie chez l'hypertendu? Alors, je vais répondre à ça. Pourquoi on donne un bilan de recherche de protéines chez l'hypertendu? Hein, on va rechercher à la bandelette la présence de protéines. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez de l'hypertension artérielle, vous avez quelqu'un qui a de l'hypertension artérielle, il faudra écarter l'hypertension artérielle secondaire. Parce que si l'hypertension artérielle secondaire, vous avez un traitement qui est symptomatique, qui est le traitement de l'hypertension artérielle, mais également le traitement de la cause. Et vous savez que dans les hypertensions secondaires, la première cause, hein, en termes de fréquence de l'hypertension secondaire, c'est les néphropathies. Et les néphropathies, hein, d'accord, ils vont se manifester par des protéinuries, hein, d'accord, c'est une perte de protéines. Donc, lorsque vous allez faire cette bandelette, la présence de protéines, elle va vous orienter vers la présence d'une néphropathie. Et là, vous de l'hypertension, une étiologie secondaire, notamment, hein, d'accord, une néphropathie. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, hein, d'accord, la présence de protéines dans le sang, elle peut nous traduire également une évolution et qui a retenti, hein, d'accord, qui a retenti sur le sein et elle a entraîné une néphropathie secondaire à l'hypertension artérielle et qui va se manifester par une protéinurie. Voilà, la néphropathie, elle peut être source de l'hypertension artérielle et elle peut être également une conséquence d'une hypertension qu'est-ce qu'il faut vous avez pression et si vous avez un anévrisme de l'aorte abdominale, une dilatation, d'accord, de l'aorte abdominale qui dépasse 1,5 fois le diamètre de l'aorte, entraîne du parallélisme des parois de
de l'aorte abdominale, c'est une dilatation de l'aorte abdominale qui dépasse 1,5 fois le diamètre de l'aorte abdominale saine. Hein, d'accord? L'aorte abdominale, son diamètre moyen, il est aux alentours de 20 mm, c'est-à-dire 2 cm. Il peut atteindre 22, on va dire 20 en moyenne, hein, 20 mm. Si il atteint 30, il dépasse 1,5 fois, hein, d'accord, donc il est à 30. Au-delà de 30, on parle d'anévrisme, à condition qu'on parle d'un anévrisme, soit cette augmentation du calibre. Ouais. C'est toutes les questions, j'ai répondu. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, normalement, juste les étudiants vont savoir la Et je vais les réponses que j'ai répondu. Concernant l'examen, vous aurez dans, mais c'est votre délégué qui va vous donner la réponse exacte. D'accord? D'accord. Oui. C'est bon. Bon, il y a Il y a une qui vous dit, ça veut dire quoi? Une horizontalisation des codes. une horizontalisation des codes. Une horizontalisation du code. Lorsqu'on parle d'une horizontalisation, c'est-à-dire c'est une dilatation, hein, c'est une distension de la cage thoracique, hein, d'accord. Si vous voyez la cage thoracique, hein, d'accord, les côtes ne sont pas horizontales. Si vous avez une horizontalisation des côtes, c'est-à-dire qu'il y a une hyperpression au niveau du poumon, hein, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a de la distension qu'on peut voir, par exemple, au cours d'un emphysème, hein, d'accord, comme on peut avoir, par exemple, dans l'asthme, hein, d'accord, etc. On peut avoir ces signes, hein, ok. Mais ça, c'est des signes de distension, hein, d'accord, de la cage thoracique. Ouais. Que je lève et je Merci. pense oui, votre